Je m'appelle Camille Fontaine et j'ai 39 ans. Il y a 3 mois, mes deux frères, Julien et Vincent, m'ont convoqué dans la maison de nos parents, celle de Vitré, en Bretagne, pour m'annoncer une décision qu'ils avaient prise sans moi. Ils avaient voté pour me sortir de l'indivision de la maison familiale et la vendre à un promoteur, sans mon accord. On est deux contre une. C'est la majorité, a dit Julien, l'aîné, avec cette fierté tranquille des gens qui pensent avoir trouvé une faille dans le système. Il avait même préparé un tableau sur une feuille à four, avec nos 3 noms et 2 croix à côté des siens, comme si un vote informel entre frères et sœurs pouvait annuler un droit de propriété inscrit au cadastre. Sauf qu'une indivision ne se vote pas. Ce n'est pas une assemblée générale de copropriété, ce n'est pas un conseil municipal, ce n'est pas une élection présidentielle où la majorité l'emporte. Tant que je détiens ma part, un tiers exactement, aucune vente n'est possible sans ma signature, sans mon consentement explicite, notarié, formalisé. Ils pouvaient voter autant qu'ils voulaient, s'organiser à 2 contre 1, dresser des tableaux avec des croix, cela ne changeait strictement rien à la réalité juridique de la situation. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés savourer leur petite victoire, leur sentiment d'avoir enfin repris le contrôle d'une situation qui, de leur point de vue, traînait depuis trop longtemps à cause de moi, de mes hésitations, de mon refus de vendre dans la précipitation. J'ai écouté Julien m'expliquer, avec cette voix posée qu'il utilise toujours quand il croit avoir raison, que la logique de la majorité s'appliquait ici comme partout ailleurs, que Vincent et lui avaient pris leurs responsabilités, et que le mieux pour tout le monde serait que je signe rapidement pour ne pas retarder davantage une transaction déjà avancée avec un acheteur. Puis, j'ai posé sur la table basse du salon, entre les tasses de café que ma mère avait pourtant lavées et rangées avant de partir en maison de retraite, l'attestation de propriété que j'avais fait éditer 3 semaines plus tôt par le notaire de la famille. Un tiers, indivis, mon nom, ma part, incontestable. Et j'ai dit une seule phrase. Vous pouvez voter tout ce que vous voulez. Sans ma signature, il n'y a pas de vente. L'acheteur, un promoteur immobilier de Rennes qui négociait avec mes frères depuis 6 mois sans que j'en sois informé, le savait très bien, lui, ce que valait un non dans une indivision. Il l'avait probablement compris avant même mes frères, parce que c'est son métier, et parce qu'aucun professionnel sérieux du secteur immobilier ne se lance dans une transaction sur un bien en indivision sans vérifier au préalable que tous les indivisaires sont d'accord. Ce qui pose une question qui allait devenir centrale dans les semaines suivantes. Que leur avait-il dit à mes frères pour qu'ils croient sincèrement que leur petit vote informel suffirait? Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là dans le salon de la maison de Vitré, et comment j'ai découvert l'ampleur de ce que mes frères avaient réellement organisé dans mon dos, laissez-moi vous ramener en arrière, à l'histoire de cette maison, de cette famille, et du moment précis où j'ai cessé d'être la sœur cadette qu'on informe après coup pour devenir celle qu'on essaie de contourner. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner avant de continuer. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, j'aime toujours savoir qui me lit. Je suis née à Vitré en 1986, la petite dernière d'une fratrie de 3, 7 ans après Julien et 5 ans après Vincent. Mon père, Bernard Fontaine, avait repris l'entreprise de charpente que son propre père avait fondée dans les années 50, une petite structure d'une dizaine d'employés qui construisait des charpentes traditionnelles pour les maisons de la région. Un métier exigeant, physique, qui l'a occupé 6 jours sur 7 pendant 40 ans. Ma mère, Yvonne, tenait la comptabilité de l'entreprise en plus de s'occuper de nous 3. Une double charge qu'elle a portée sans jamais vraiment se plaindre. Du moins, pas devant nous. La maison où j'ai grandi, celle qui est aujourd'hui au cœur de ce conflit, mon père l'avait construite lui-même, avec l'aide de ses ouvriers, sur un terrain hérité de mon grand-père, dans les années 70, avant même la naissance de Julien. C'était une maison en pierre, typique de la région, avec un grand jardin où mon père avait planté des pommiers, et une charpente, évidemment, magnifique,
qu'il montrait à qui voulait bien l'admirer comme on montre une œuvre d'art. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier pour notre famille, c'était, littéralement, l'œuvre de la vie de mon père, construite de ses mains, dans laquelle il avait mis toute sa fierté professionnelle. Julien, l'aîné, a toujours été celui qui devait reprendre le flambeau, comme disait mon père, une expression qui sonnait presque comme une prophétie biblique dans notre petite maison bretonne. Il a fait un BTS en bâtiment, a travaillé quelques années dans l'entreprise familiale, avant de la reprendre officiellement quand mon père a pris sa retraite, il y a 12 ans. Vincent, le deuxième, moins intéressé par le bâtiment, a fait des études de commerce et travaille aujourd'hui comme responsable des ventes dans une entreprise de matériaux de construction à Rennes, un poste qui, ironiquement, le met souvent en contact avec le même milieu professionnel que celui de son frère. Moi, la petite dernière, j'ai toujours été celle dont on attendait moins. Pas par malveillance, mais par une forme de logique familiale non dite. Les garçons devaient faire quelque chose de sérieux, reprendre l'entreprise ou au moins rester dans le secteur du bâtiment. Tandis que moi, on me laissait plus de liberté, ce qui, à l'époque, ressemblait à un privilège, et qui, avec le recul, ressemblait aussi à une forme d'indifférence bienveillante. J'ai fait des études de droit à Rennes, puis un master en droit immobilier, ironie du sort compte tenu de ce qui allait se passer des années plus tard, et je travaille aujourd'hui comme juriste dans un cabinet spécialisé en droit des sociétés à Nantes. Cette formation juridique, que personne dans ma famille n'a jamais vraiment prise au sérieux, en tout cas pas de la façon dont on prend au sérieux le travail manuel de mon père ou l'entreprise de Julien, allait s'avérer déterminante dans les mois qui ont suivi le début de ce conflit. Je me souviens précisément du jour où j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire des études de droit. C'était après le bac, un dimanche midi, autour de la table de cette même maison de Vitré. Mon père avait haussé les sourcils, pas par mépris, mais par une forme d'incompréhension sincère. Le droit. Pour faire quoi exactement? Ma mère avait été plus enthousiaste, mais d'une manière qui trahissait aussi une certaine hiérarchie implicite des ambitions familiales. C'est bien, ma chérie, ça te fera un métier de bureau, tranquille. Personne, ce jour-là, n'a évoqué l'idée que le droit pourrait un jour servir à quelque chose de concret dans notre propre famille, encore moins à protéger mes propres intérêts contre ceux de mes frères. Julien, à l'époque déjà bien engagé dans le BTS bâtiment, avait fait une remarque mi-sérieuse, mi-taquine, qui m'était restée. Au moins, si un jour on a des embrouilles avec les impôts sur l'entreprise, on aura une avocate dans la famille. Personne, à ce moment-là, n'imaginait que ce serait sur une question de succession immobilière et contre lui-même que cette formation juridique s'avérerait la plus utile. Mon père est décédé il y a 4 ans, d'un cancer du poumon diagnostiqué trop tard, après 40 ans passés à respirer la poussière de bois, sans masque de protection, comme la plupart des artisans de sa génération. Sa mort a été un choc, mais elle s'est accompagnée d'une clarté administrative que je n'avais pas anticipée. Dans son testament, rédigé quelques années avant sa maladie, il avait organisé sa succession de manière parfaitement équitable entre ses 3 enfants, avec une mention particulière pour la maison de Vitré, qu'il voulait voir revenir à parts égales à Julien, Vincent et moi, en indivision, pour que cette maison reste dans la famille et que personne ne puisse en disposer seul, précisait-il explicitement dans une lettre qu'il avait jointe au testament, adressée à nous 3. Cette phrase, pour que personne ne puisse en disposer seul, allait devenir, 4 ans plus tard, l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire, puisque c'est exactement cette clause protectrice que mes frères ont essayé de contourner. Je me souviens de la lecture de cette lettre, le jour où le notaire nous l'a remise à tous les 3, quelques semaines après l'enterrement de mon père. Julien avait hoché la tête gravement. Vincent avait eu les larmes aux yeux. Et moi, en tant que juriste, j'avais surtout remarqué la précision juridique avec laquelle mon père, sans formation particulière en droit, mais avec le bon sens pratique qui caractérisait tous ses choix professionnels, avait anticipé exactement le genre de situation qui allait se produire 4 ans plus tard.
Il avait insisté dans cette même lettre sur le fait que la maison devait servir de lien entre vous trois, pas de sujet de discorde, une phrase que j'ai relue plusieurs fois pendant les mois de tension avec mes frères, avec un mélange de tristesse et de détermination renouvelée à faire respecter précisément cette volonté paternelle. Ma mère, Yvonne, a continué à vivre dans la maison pendant 2 ans après le décès de mon père, avant que sa santé ne se dégrade suffisamment pour qu'elle accepte, non sans résistance, d'intégrer une maison de retraite médicalisée à Vitré même, à quelques centaines de mètres de la maison familiale. C'est à ce moment-là, il y a environ 18 mois, que la question de l'avenir de la maison s'est réellement posée, pour la première fois, de manière concrète. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà eu affaire à des proches qui pensaient pouvoir décider à votre place simplement parce qu'ils étaient plus nombreux, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ça m'aide vraiment plus que vous ne l'imaginez. Les premiers mois après le départ de ma mère en maison de retraite, la question de la maison est restée relativement calme. Nous avions convenu tous les trois de la laisser inoccupée mais entretenue, avec un système de rotation informel pour l'aération et le jardin, en attendant de décider collectivement de son avenir. Julien s'occupait principalement de l'entretien extérieur, ce qui était logique compte tenu de son métier et de sa proximité géographique, puisqu'il habite toujours à Vitré. Vincent, qui vit à Rennes, venait moins souvent, mais participait financièrement aux frais d'entretien, l'assurance, la taxe foncière, divisée en 3 parts égales. C'est environ 1 an après le départ de ma mère que Julien a commencé à évoquer l'idée de vendre. Ses arguments, sur le papier, n'étaient pas absurdes. La maison, si elle restait vide trop longtemps, se dégraderait, les charges continuèrent de courir, et aucun de nous trois ne projetait d'y vivre un jour. Julien ayant déjà sa propre maison à Vitré, Vincent étant installé à Rennes avec sa famille, et moi, vivant à Nantes avec mon compagnon, Thomas, sans intention de retourner m'installer en Bretagne rurale. Sur le principe de vendre, je n'étais pas fondamentalement opposée. Ce qui a commencé à créer une tension progressivement, c'était la manière dont Julien envisageait la vente. Rapidement, au premier acheteur venu, sans prendre le temps d'obtenir plusieurs estimations, sans consulter d'agents immobiliers indépendants, en s'appuyant uniquement sur les contacts professionnels qu'il avait développés dans le secteur du bâtiment à travers son entreprise. J'avais demandé, lors d'une conversation téléphonique il y a environ 1 an, que nous fassions établir au moins 2 ou 3 estimations différentes avant de nous engager avec qui que ce soit, une demande qui me semblait relever du simple bon sens compte tenu de la valeur du bien et de son importance symbolique pour notre famille. Julien avait répondu que ça compliquait tout, que le marché était le marché et que de toute façon, on savait à peu près ce que valait la maison. Vincent, généralement plus conciliant, avait suivi la position de Julien, sans doute par facilité, ou peut-être parce que les 2 frères, vivant plus proches géographiquement l'un de l'autre, avaient développé au fil des mois une dynamique de décision commune dont j'étais progressivement exclue. Les mois suivants ont vu cette dynamique s'installer plus profondément. Julien commençait à me tenir informée des développements de manière de plus en plus vague et tardive. Un message texte laconique m'apprenant qu'il avait fait visiter la maison à quelqu'un, sans préciser qui, quand, ni dans quel cadre. Une conversation téléphonique où il évoquait, presque en passant, avoir discuté avec un promoteur qui pourrait être intéressé, sans jamais m'inviter formellement à participer à ces discussions. Chaque fois que je demandais plus de détails, plus de transparence, la réponse de Julien suivait toujours le même schéma rhétorique. Il minimisait l'importance de ce qui s'était passé, présentait mes questions comme excessives ou méfiantes, et déplaçait la conversation vers l'urgence supposée de la situation, le fait que la maison ne pouvait pas rester vide indéfiniment, que les charges s'accumulaient, que je devais faire confiance, puisque, après tout, c'est moi qui gère ces choses depuis toujours. Cette dernière phrase, « c'est moi qui gère ces choses depuis toujours », méritait d'être questionnée, parce qu'elle n'était pas tout à fait exacte. Julien gérait effectivement l'entretien physique de la maison, ce qui avait du sens vu sa proximité et son métier.
Mais la gestion administrative et patrimoniale de l'indivision, elle, n'avait jamais été formellement déléguée à qui que ce soit. Nous étions 3 indivisaires à parts égales, avec des droits identiques, et aucun accord tacite ne m'avait jamais retiré de la boucle décisionnelle. Julien avait simplement, progressivement, agi comme si c'était le cas. Et Vincent avait laissé faire. Se voir progressivement écarté d'une décision qui vous concerne au premier chef, tout en continuant de payer votre part des charges, est une expérience étrange, faite de petites frustrations qui, prises isolément, semblent chaque fois trop mineures pour justifier une vraie confrontation. C'est cumulativement, avec le temps, que le tableau devient clair. Un exemple précis illustre bien cette dynamique. 6 mois environ avant la confrontation que je vous ai racontée au début de cette vidéo, j'avais découvert, par un message d'un ami commun sur les réseaux sociaux, qui avait vu une photo publiée par Julien, qu'un architecte était venu visiter le terrain pour évaluer le potentiel constructible en cas de démolition de la maison. Je n'avais jamais été informée de cette visite. Quand j'ai appelé Julien pour comprendre, il m'a répondu avec une désinvolture qui m'avait profondément agacée sur le moment. Ah oui, c'était juste pour se faire une idée. Rien d'officiel, je ne voulais pas te déranger pour ça. Me déranger. Comme si être informé d'une visite d'architecte sur un bien dont j'étais propriétaire à un tiers relevait du dérangement plutôt que du droit le plus élémentaire. C'est ce genre d'incident, répété sous des formes différentes pendant des mois, qui a fini par construire, dans mon esprit, une image très claire de ce qui se passait réellement. Mes frères ne me consultaient pas parce qu'ils avaient, consciemment ou non, décidé que mon accord n'était qu'une formalité de fin de parcours, quelque chose à obtenir une fois que tout serait déjà décidé, plutôt qu'une condition à respecter dès le départ. Si vous avez déjà vécu ce genre de dynamique où on vous informe après coup plutôt que de vous consulter, où votre silence est interprété comme un consentement tacite, écrivez-le dans les commentaires. Je pense que c'est plus courant qu'on ne le croit, surtout dans les fratries, où la géographie et le métier créent des dynamiques de pouvoir informelles. Le tournant s'est produit il y a environ 4 mois, quand j'ai reçu, un dimanche soir, un appel de Julien au ton particulièrement enjoué, presque triomphant. Il m'annonçait qu'ils avaient trouvé l'acheteur idéal, un promoteur immobilier de Rennes, la société Armorique Développement, qui souhaitait acquérir le terrain pour y construire un petit lotissement de maisons individuelles, projet qui nécessitait la démolition complète de la maison de mon père. Le prix proposé, m'a-t-il annoncé, était de 480 000 €, une somme qu'il présentait comme exceptionnelle, bien au-dessus du marché local. J'ai demandé, naturellement, comment cette négociation s'était déroulée, depuis combien de temps, et pourquoi je n'avais pas été associée aux discussions. Julien a d'abord tenté d'éluder la question, puis, face à mon insistance, a fini par admettre que les négociations duraient depuis environ 4 mois, que Vincent était pleinement informé et impliqué depuis le début, et que lui-même avait rencontré les représentants d'Armorique Développement à plusieurs reprises, y compris pour des visites du terrain avec un architecte du projet. 4 mois de négociations dont j'avais été totalement exclue, pour un bien dont je détenais un tiers en pleine propriété. Cette découverte a changé quelque chose en moi, une bascule assez nette entre l'agacement diffus que je ressentais depuis des mois et une détermination beaucoup plus froide, beaucoup plus précise. C'est cette semaine-là que j'ai décidé de reprendre les choses en main de manière méthodique, en m'appuyant sur ma formation de juriste plutôt que sur mes émotions de sœur cadette qu'on continue de traiter comme si elles n'avaient pas voix au chapitre. La première chose que j'ai faite a été de contacter directement le notaire qui avait géré la succession de mon père, maître de la Croix, un notaire de Vitré que notre famille connaissait depuis des décennies et qui avait toute légitimité pour me confirmer, noir sur blanc, ma situation juridique exacte concernant la maison. Maître de la Croix m'a confirmé ce que je savais déjà en théorie, mais que je voulais avoir formalisé par écrit. J'étais bien propriétaire indivise, à hauteur d'un tiers exact de la maison de Vitré, et conformément aux dispositions du Code civil régissant l'indivision, aucune vente du bien indivis
ne pouvait intervenir sans l'accord unanime de tous les indivisaires, sauf procédure judiciaire spécifique de licitation que mes frères n'avaient manifestement jamais engagée. Maître Delacroix m'a également fait remarquer quelque chose que je n'avais pas anticipé. Si mes frères avaient effectivement mené des négociations avancées avec un acheteur sans mon accord, ils s'exposaient potentiellement, selon les termes exacts de leurs échanges avec l'acheteur, à des difficultés juridiques propres, notamment si des engagements avaient été pris de manière prématurée sur une transaction qu'ils ne pouvaient en réalité pas garantir seuls. J'ai demandé à Maître Delacroix de me préparer une attestation de propriété formelle, un document officiel confirmant ma qualité d'indivisaire à hauteur d'un tiers, avec toutes les références cadastrales et successorales appropriées, document que je comptais utiliser pour clarifier définitivement la situation avec mes frères. Pendant que Maître Delacroix préparait ce document, j'ai également décidé de mener ma propre enquête sur cette société, Armoric Développement, dont je ne connaissais rien jusqu'à cette conversation téléphonique avec Julien. Mes recherches, menées principalement en ligne à travers les registres publics des sociétés et quelques recherches sur les projets immobiliers récents dans la région de Vitré, ont révélé plusieurs éléments intéressants. Armoric Développement était une société de promotion immobilière relativement importante dans le Grand Ouest, avec plusieurs projets de lotissement achevés ou en cours dans la région rennaise. Une entreprise sérieuse, professionnelle, avec des années d'expérience dans les transactions immobilières complexes, ce qui rendait d'autant plus troublante l'idée qu'elle ait pu s'engager dans des négociations avancées sur un bien en indivision sans avoir vérifié, comme le fait n'importe quel professionnel du secteur avant de s'engager, que tous les indivisaires étaient effectivement consentants. Cette question m'a semblé cruciale, et j'ai décidé de la poser directement, non pas à mes frères dans un premier temps, mais à la société elle-même, en contactant leur service juridique par écrit, en tant que troisième indivisaire officiellement identifié. Si vous voulez savoir ce que m'a répondu Armoric Développement, et pourquoi cette réponse a tout changé dans mon rapport de force, avec mes frères, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, ça compte vraiment pour la suite de cette chaîne. La réponse d'Armoric Développement, reçue une semaine plus tard sous la signature de leur directrice juridique, Madame Le Guenec, a confirmé exactement ce que je soupçonnais et que Maître Delacroix avait anticipé. La société avait bien mené des négociations préliminaires avec Julien et Vincent, incluant des visites du terrain, une évaluation technique du projet de construction et une proposition de prix ferme. Mais aucun acte définitif n'avait été signé, précisément parce que leur propre service juridique avait identifié en amont la nécessité d'obtenir l'accord des trois indivisaires avant toute finalisation. Madame Le Guenec précisait même, dans sa lettre, que ses interlocuteurs, mes deux frères, lui avaient assuré à plusieurs reprises que la situation avec la troisième indivisaire serait réglée avant la signature. Une formulation qui, avec le recul, ressemblait à une manière polie de dire qu'il comptait me convaincre, me forcer la main, ou me contourner d'une façon ou d'une autre, plutôt que de m'associer honnêtement au processus depuis le début. Cette lettre m'a donné une information capitale. L'acheteur, contrairement à ce que Julien avait peut-être imaginé ou espéré, n'avait aucune intention de s'engager dans une transaction fragile, juridiquement. Un promoteur professionnel ne prend pas ce genre de risque, parce qu'une vente contestée peut se retrouver bloquée pendant des années par des procédures judiciaires, ce qui représente un coût et un risque bien supérieur à l'attente nécessaire pour obtenir un consentement en bonne et due forme. Armoric Développement, en clair, attendait patiemment que mes frères règlent leurs problèmes avec moi, sans savoir exactement comment mes frères comptaient s'y prendre, et probablement sans se douter que la méthode envisagée serait un vote informel à deux voix contre une, comme si l'indivision fonctionnait sur le mode d'une démocratie représentative plutôt que sur celui du consentement unanime des copropriétaires. Muni de cette information, de l'attestation de propriété de Maître Delacroix et d'une compréhension complète de la situation juridique, j'ai décidé qu'il était temps de convoquer moi-même une réunion avec mes frères, plutôt que d'attendre qu'ils continuent leur manœuvre dans mon dos. J'ai appelé Julien et lui ai proposé de nous voir tous les trois
dans la maison de Vitré, le week-end suivant, pour clarifier la situation concernant la vente. Une formulation suffisamment neutre pour ne pas éveiller de méfiance particulière, mais suffisamment ferme pour qu'ils comprennent que je prenais l'initiative. C'est cette réunion qui a donné lieu à la scène que j'ai décrite au début de cette vidéo. Julien et Vincent, visiblement préparés, m'annonçant leur vote à 2 contre 1, avec ce tableau ridicule sur une feuille à four, pensant sincèrement, ou du moins voulant me faire croire, que cette mise en scène suffirait à me convaincre de céder. J'ai laissé Julien terminer son exposé, sans l'interrompre, en observant sa gestuelle, sa confiance apparente, qui masquait peut-être, je le comprends maintenant avec le recul, une réelle inquiétude sur la solidité de sa position. Vincent, plus en retrait, semblait moins à l'aise que son frère, comme s'il avait des doutes sur la stratégie qu'ils avaient choisi d'adopter, mais qu'il n'avait pas eu le courage ou l'envie de s'y opposer frontalement. Quand Julien a terminé, j'ai posé l'attestation de propriété sur la table basse, entre nous, et j'ai dit calmement que l'indivision ne fonctionnait pas selon la logique majoritaire qu'il venait de m'exposer, que le Code civil était très clair sur ce point, et que sans ma signature, formelle et volontaire, aucune vente ne pourrait intervenir, quel que soit le nombre de votes informels organisés entre eux. J'ai ensuite sorti la lettre d'Armorique Développement, celle signée par Madame Le Guenec, et je l'ai lue à voix haute, en particulier le passage confirmant qu'aucun acte n'avait été signé précisément à cause de l'absence de mon consentement, et que leur société n'avait jamais eu l'intention de s'engager sur une base juridiquement fragile. Le silence qui a suivi cette lecture était différent du silence stratégique que j'avais maintenu au début de la réunion. C'était un silence de sidération, celui de 2 hommes qui réalisaient simultanément que non seulement leur stratégie de vote informel n'avait aucune valeur juridique, mais qu'en plus, l'acheteur avec qui ils négociaient depuis des mois savait parfaitement, depuis le début, que leur position était fragile, sans qu'ils en aient été pleinement conscients eux-mêmes. Si vous avez déjà eu ce moment où quelqu'un pense avoir un plan solide, et où vous devez lui révéler que la personne avec qui il négociait connaissait la faille depuis le début, dites-le dans les commentaires. C'est un moment particulier, à la fois satisfaisant et un peu triste, parce qu'il révèle à quel point certaines personnes préfèrent parfois la confrontation stratégique plutôt que la conversation honnête. Julien a été le premier à réagir, avec une colère qui, je pense, cherchait surtout à masquer son embarras. Tu nous as espionnés? Tu as contacté le promoteur dans notre dos? Cette accusation, ironique compte tenu du contexte, m'a presque fait sourire. Je n'ai contacté personne dans le dos de qui que ce soit, Julien. J'ai écrit en tant que 3e indivisaire officiellement inscrite au cadastre à une société qui négociait l'achat d'un bien que je possède en partie. C'est exactement l'inverse de ce que tu as fait pendant 4 mois. Vincent, qui était resté silencieux, a fini par intervenir avec une voix beaucoup plus conciliante que celle de son frère. Camille, on ne voulait pas t'exclure. On pensait juste que ça irait plus vite si on avançait d'abord sur les grandes lignes avant de te solliciter. Cette phrase, qui se voulait probablement rassurante, révélait en réalité toute la logique problématique qui avait gouverné leur comportement pendant des mois. L'idée que mon accord n'était qu'une formalité à obtenir en fin de processus, plutôt qu'une condition à intégrer dès le départ. J'ai répondu à Vincent, avec autant de calme que possible, que avancer sur les grandes lignes, sans moi pendant 4 mois, en menant des visites, des discussions de prix, et en laissant entendre à l'acheteur que la situation serait réglée, ce n'était pas de la rapidité organisationnelle, c'était une tentative de me placer devant un fait accompli, en espérant que je céderais plutôt que de faire échouer une transaction déjà bien avancée. La conversation qui a suivi a duré plus de 2 heures, oscillant entre moments de tension vive et tentative, de la part de Vincent surtout, de ramener les échanges vers un terrain plus constructif. Julien, de son côté, est resté sur la défensive pendant une bonne partie de la discussion, répétant plusieurs fois que quelqu'un devait prendre les décisions, que on ne pouvait pas attendre éternellement, et que mon perfectionnisme juridique compliquait inutilement une situation qui, selon lui,
auraient pu être réglées depuis longtemps si j'avais simplement fait confiance à leur jugement. J'ai fini par poser une question qui, je pense, a changé la dynamique de la conversation. Julien, si les rôles avaient été inversés, si j'avais négocié pendant 4 mois avec un acheteur sans vous informer, puis que je vous avais convoqué pour vous annoncer que j'avais décidé, seul, de vendre parce que je détenais un tiers et que c'était suffisant selon moi, qu'auriez-vous pensé? Le silence qui a suivi cette question était éloquent. Julien n'a pas répondu directement, mais son visage a changé, comme si, pour la première fois depuis le début de cette réunion, il envisageait la situation sous un angle différent. Nous n'avons pas résolu la question de la vente ce jour-là, mais nous avons établi au moins un cadre de discussion différent. Je leur ai proposé, et ils ont fini par accepter, après cette confrontation, de reprendre le processus depuis le début avec 3 estimations indépendantes réalisées par des agences immobilières différentes, une transparence totale sur toute négociation future avec Armoric Développement ou tout autre acheteur potentiel, et surtout, un accord de principe selon lequel aucune décision concernant la maison ne serait plus prise ou même discutée avec un tiers extérieur sans que les 3 indivisaires soient simultanément informés et associés. Si cette histoire vous rappelle une situation similaire dans votre propre famille, où quelqu'un a essayé d'agir en votre nom sans votre consentement, en pensant que le nombre suffirait à l'emporter sur le droit, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans les semaines qui ont suivi cette confrontation, la relation avec mes frères est restée tendue, mais elle a évolué vers quelque chose de plus honnête, si ce n'est plus chaleureux. Julien, en particulier, a mis du temps à digérer l'idée que sa position d'aîné, celle qui avait toujours structuré une forme de hiérarchie informelle dans notre fratrie, ne lui donnait aucun droit particulier sur une question où nous étions, juridiquement, parfaitement égaux. Il m'a fallu plusieurs conversations, certaines difficiles, pour lui faire comprendre que mon insistance sur la procédure et la transparence n'était pas de la méfiance gratuite envers lui personnellement, mais simplement l'exercice normal d'un droit que je détenais au même titre que lui. Les 3 estimations que nous avons finalement fait réaliser par des agences indépendantes de Vitré, Rennes et Fougères ont révélé quelque chose d'intéressant. La proposition initiale d'Arbrick Développement, ces 480 000 € que Julien présentait comme exceptionnels, se situait en réalité dans la fourchette basse des estimations obtenues, la plus haute atteignant 530 000 € compte tenu du potentiel constructible du terrain. Un potentiel que Julien, malgré son expérience professionnelle dans le bâtiment, avait peut-être sous-estimé, ou que l'acheteur avait délibérément minimisé lors de ses négociations informelles avec mes frères. Cette découverte a eu un effet inattendu sur la dynamique familiale. Julien, qui avait passé des mois à me présenter comme celle qui compliquait et retardait une vente pourtant avantageuse, a dû reconnaître que mon insistance sur la prudence et la vérification avait, in fine, potentiellement préservé 50 000 € supplémentaires pour chacun des 3 indivisaires, une fois la vente effectivement réalisée à un prix plus juste. Nous avons finalement vendu la maison il y a 6 semaines, non pas à Armoric Développement, qui n'a pas souhaité aligner son offre sur les nouvelles estimations, mais à une autre société de promotion, plus modeste, basée à Fougères, qui a accepté de payer 510 000 € pour le terrain, avec un projet de construction qui, ironiquement, préservait une partie du jardin et des pommiers plantés par mon père. Ce qui, pour moi comme pour mes frères, une fois qu'ils ont pu le considérer sans la pression de la précipitation, représentait un dénouement plus respectueux de la mémoire de notre père que la démolition complète prévue initialement. La signature de l'acte de vente, chez Maître Delacroix, s'est déroulée dans une atmosphère très différente de celle de notre confrontation dans le salon de la maison, 3 mois plus tôt. Nous étions les 3, cette fois-ci, pleinement informés, pleinement associés, ayant chacun donné notre accord en toute connaissance de cause, sur un prix que nous savions juste parce que nous avions pris le temps de le vérifier collectivement, plutôt que de faire confiance aveuglément à la parole d'un seul d'entre nous.
Julien ne s'est jamais excusé formellement, dans le sens où il n'a jamais prononcé les mots « Je suis désolé d'avoir essayé de te contourner ». Mais il a fait quelque chose qui, je pense, valait presque autant. Lors du dîner que nous avons organisé pour célébrer la vente, quelques jours après la signature, il a levé son verre et a dit, devant Vincent et nos conjoints respectifs, que cette maison a été vendue au juste prix, grâce à Camille qui a eu raison de nous ralentir, une reconnaissance publique qui, dans le langage codé de notre famille, où les émotions se disent rarement de manière frontale, équivalait à des excuses. Vincent, de son côté, m'a appelé quelques semaines après la vente pour me dire quelque chose qui m'a touchée plus que je ne l'aurais imaginé. Camille, je crois qu'on t'a sous-estimé pendant des années, pas seulement sur cette histoire de maison, mais depuis toujours, parce que tu étais la petite dernière, celle dont on pensait qu'elle suivrait juste ce qu'on décidait. Je suis content que tu nous aies prouvé le contraire, même si ça n'a pas été facile sur le moment. J'ai gardé l'attestation de propriété de Maître Delacroix, ainsi que la lettre d'Armorique Développement signée par Madame Le Guenec, dans un dossier que je conserve précieusement, non pas par rancune envers mes frères, mais parce que ces documents représentent, pour moi, quelque chose d'important. La preuve que le droit, quand on prend la peine de le connaître et de l'invoquer avec calme et précision, protège effectivement ceux qui pourraient autrement être marginalisés par des dynamiques familiales informelles, qu'elles soient fondées sur l'âge, le genre, la proximité géographique, ou simplement l'habitude de qui décide et de qui suit. Ma mère, quand je lui ai raconté toute cette histoire lors d'une visite à la maison de retraite, quelques semaines après la vente, a eu une réaction qui m'a surprise par sa lucidité malgré les débuts de troubles cognitifs qui l'affectent depuis quelques mois. Elle a dit, en me tenant la main, « Ton père savait ce qu'il faisait en mettant cette maison en indivision égale entre vous trois. Il savait que Julien voudrait toujours décider pour tout le monde, comme il l'a toujours fait depuis qu'il est petit. Il voulait que personne ne puisse t'écraser, ni toi, ni Vincent. » Cette phrase venant de ma mère, dans cet état de fragilité qui rendait chaque moment de lucidité d'autant plus précieux, m'a fait comprendre que mon père, bien avant sa mort, avait probablement anticipé exactement le genre de dynamique qui finirait par se jouer entre nous trois, et qu'il avait choisi, délibérément, de construire un cadre juridique qui protégerait celle d'entre nous qui serait la plus susceptible d'être mise de côté. Voici ce que cette histoire m'a appris. Le nombre ne fait pas le droit. Deux personnes qui décident ensemble de quelque chose ne créent pas, par ce simple fait, une majorité légitime sur les droits d'une troisième personne, surtout quand ces droits sont inscrits noir sur blanc dans un acte de propriété ou une attestation notariée. La famille, aussi aimante soit-elle, aussi bien intentionnée soit-elle parfois même dans ses tentatives de contournement, n'a pas le pouvoir de réécrire les règles du droit civil, simplement parce qu'elle préférerait que les choses aillent plus vite ou soient plus simples. Si un jour quelqu'un dans votre vie vous annonce qu'une décision a été prise à la majorité sur quelque chose qui vous appartient légalement, vérifiez toujours, avant de céder à la pression ou à la culpabilisation, ce que dit réellement la loi. Un vote informel entre proches n'a jamais eu la valeur d'un acte juridique, et connaître cette différence peut faire toute la différence entre céder par lassitude et défendre, calmement mais fermement, ce qui vous appartient légitimement. C'est mon histoire. Un vote à deux contre une qui ne valait rien juridiquement, une attestation de propriété posée sur une table basse, et un acheteur professionnel qui, depuis le début, savait exactement ce que valait mon silence et ce que vaudrait mon consentement une fois que je déciderais enfin de le donner, en toute connaissance de cause. Si cette histoire vous a rappelé que vos droits ne dépendent jamais du nombre de personnes qui décident de les ignorer, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.